Merci beaucoup Pascal, j'espère que vous m'entendez. Et donc moi j'ai la lourde tâche de vous parler effectivement des innovations, innovations donc thérapeutiques, mais innovations également dans d'autres domaines. Euh, alors donc, ces innovations, qu'est-ce qu'elles représentent? Elles sont d'abord tout à fait impressionnantes dans le champ de la cancérologie, de l'oncologie et de l'oncohématologie. Et donc, il faut effectivement les envisager à ce niveau. Elles ont un impact sur le diagnostic et le pronostic des maladies cancéreuses maintenant par l'arrivée et l'impact de la biologie moléculaire, c'est-à-dire une biologie qui va regarder les gènes, qui va regarder l'aspect donc éventuellement des anomalies génétiques et qui est accompagnée par un autre outil qui est extrêmement impressionnant et qui est maintenant très utilisé, qui permet le séquençage à haut débit. Bon, c'est un séquençage qui permet donc de retrouver des anomalies génétiques au niveau de plusieurs gènes et éventuellement un panel très large de gènes qui permet de montrer qu'il y a des mutations de gènes, des délétions de certains gènes et de nombreuses anomalies génétiques au sein d'une cellule tumorale qui explique qu'elle va échapper à la régulation qu'elle a habituellement et qu'elle va donc proliférer. Ce séquençage est extrêmement important aussi sur le plan du pronostic, car il détermine éventuellement des anomalies génétiques de très mauvais pronostic, comme des anomalies génétiques de bon pronostic, et donc guider la stratégie thérapeutique des maladies malignes. Elle a aussi cette biologie moléculaire et ce séquençage de gènes a, comme l'a dit tout à l'heure Pascal, une action au niveau de la détection de la maladie résiduelle. Quand on a obtenu une rémission d'une maladie tumorale, il faut être sûr que cette rémission est extrêmement profonde et qu'il ne reste pas de cellules tumorales. Et donc avoir une méthode extrêmement fine de détection. Et donc, le séquençage des gènes permet très souvent cette définition d'une maladie résiduelle qui existe ou qui a disparu, d'où la prédictivité éventuellement d'une guérison potentielle. Le séquençage a aussi ce rôle de prédictivité, comme l'a dit Pascal, c'est-à-dire de détecter des anomalies en amont de la maladie. Et donc, très souvent, il est extrêmement difficile de savoir quelle est exactement leur signification et quelle va être leur devenir. D'où l'importance éventuellement de suivre ces anomalies génétiques dans le temps et de voir l'impact de certains facteurs qui peuvent influencer comme l'âge, comme le tabac, comme des facteurs environnementaux. Donc, vous voyez toute l'importance actuellement de l'entrée de la génétique dans le contexte de la cancérologie. Ensuite, les innovations sont les innovations effectivement thérapeutiques. Et là, c'est vraiment un bouleversement en cancérologie, ce qui s'est passé ces dernières années. Alors, il y a ce qu'on appelle la thérapie ciblée, c'est-à-dire qu'on va regarder sur la membrane des cellules tumorales, des cellules malignes, s'il existe des récepteurs. Et si ces récepteurs, on peut trouver une molécule simple ou complexe qui va être antagoniste de ce récepteur et qui va arrêter éventuellement la prolifération de la cellule tumorale en bloquant ce récepteur. Autre cible importante, c'est une cible intracellulaire, c'est-à-dire qu'on pénètre à l'intérieur de la cellule et lorsqu'il y a un signal qui est arrivé sur le récepteur de la membrane, il va suivre ce qu'on appelle une voie de signalisation avec différentes molécules, différentes protéines qui vont être des cibles potentielles puisque ce signal va arriver au noyau et va permettre la division de la cellule et la multiplication anormale d'une cellule tumorale. D'où la possibilité de cibler préférentiellement ces cibles soit au niveau de la membrane, soit à l'intérieur de la cellule et d'avoir une action extrêmement spécifique de la cellule tumorale. Donc ça, c'est la thérapie ciblée. Et puis, il y a le domaine de l'immunothérapie. En fait, les cellules tumorales
sont soumises à la surveillance de notre système immunitaire. Et notre système immunitaire est là pour veiller au fait que ces cellules restent tranquilles et éventuellement ne prolifèrent pas. Mais à un moment donné, ce système immunitaire peut être dépassé et il y a un échappement de la surveillance. Et à ce moment-là, une possibilité d'avoir une prolifération tumorale. D'où l'importance d'agir par des molécules au niveau de ce système immunitaire. Et ça peut être par des anticorps qui sont spécifiques de la cellule tumorale, d'un antigène au niveau de la cellule tumorale. Ça peut être un anticorps qui est aussi spécifique de la mort cellulaire, qui va induire la mort de la cellule tumorale. Ça peut être des anticorps qui sont encore plus spécialisés, que l'on appelle bispécifiques, qui vont avoir une action sur l'antigène de la membrane de la cellule tumorale et qui vont entraîner, c'est pour ça bispécifique, avoir une autre spécificité, parce qu'ils vont entraîner les cellules immunitaires avec leur action, et donc il va y avoir effectivement une bispécificité à la fois sur la cellule tumorale et sur l'aide des cellules immunitaires pour tuer les cellules tumorales. Et puis il y a aussi le fait de retrouver une réponse lymphocytaire anticancéreuse par une inhibition d'interactions cellulaires au niveau du système immunitaire. Donc vous voyez, ça c'est tout le domaine de l'immunothérapie, qui est un domaine grandiose en cancérologie et qui est maintenant extrêmement développé. Et cette immunothérapie, je vous l'ai dit, c'est au niveau des anticorps, mais c'est au niveau également des cellules, c'est l'immunothérapie cellulaire. C'est-à-dire qu'on va utiliser les cellules immunitaires, mais qui sont, comme je vous l'ai dit, quand il y a une pathologie tumorale, dépassées par les événements. Donc, il va falloir les prélever et les rendre intelligentes. C'est la fameuse, je pense que vous l'avez, parce que ça a été très médiatisé, ce qu'on appelle les CAR T-cells, c'est-à-dire qu'on prend ces lymphocytes et qu'on va donc les manipuler dans un laboratoire de thérapie cellulaire qui sont actuellement aux États-Unis principalement, mais qu'on développe également en Europe, et qui vont donc, grâce à une transduction, on va rentrer dans la cellule grâce à un vecteur viral, et on va créer un récepteur chimérique au niveau de ce lymphocyte, qui aura une partie extérieure et une partie intérieure à l'intérieur de la cellule. La partie extérieure va être un anticorps très spécifique de l'antigène de la tumeur, et la partie intérieure va être une stimulation qui va permettre de, si la cellule est tellement intelligente, il faut la faire se multiplier pour qu'elle ait un rôle pérenne dans le temps, antitumoral. Et donc ces cellules-là, une fois qu'elles sont manipulées dans le laboratoire, qu'elles ont ce récepteur chimérique, on va les réinjecter aux malades, et donc elles vont agir au niveau de la tumeur et faire disparaître préférentiellement la tumeur. Et il y a des résultats spectaculaires, notamment dans les leucémies aiguës de l'enfant, par exemple, qui étaient au-dessus de toute ressource thérapeutique qu'on a pu mettre en rémission complète et qui ont maintenant plus de 10 ans de recul. Donc vous voyez, toutes ces innovations sont naturellement des innovations extrêmement coûteuses, avec des dépenses budgétaires qui sont très très importantes, qui obligatoirement vont impliquer des inégalités et éventuellement une inéquité. C'est presque obligatoire dans un système aussi coûteux que celui-là. Et donc, il faut à ce moment-là qu'il y ait une recherche clinique extrêmement développée, et tous les centres n'ont pas le même niveau de recherche clinique et donc la même accessibilité possible éventuellement à des molécules très innovantes. Et il y a aussi le problème de l'accessibilité par le coût des molécules et par le fait qu'une molécule est arrivée au stade de l'autorisation de mise sur le marché, une molécule innovante, c'est-à-dire qu'on a fait les preuves de son efficacité scientifiquement avec des essais cliniques extrêmement structurés sur le plan méthodologique. Et donc, à ce moment-là, on doit pouvoir donner l'accès aux patients du fait qu'on a démontré l'efficacité, mais il y a le problème du remboursement. Et très souvent, on arrive sur certaines molécules innovantes très importantes à avoir une autorisation de mise sur le marché, mais l'absence de remboursement.
Et là, il y a quelquefois une création d'inéquité au niveau de régions françaises, au niveau d'établissements de santé en France, avec donc des établissements qui, malgré l'absence de remboursement de molécules, utilisent ces molécules, et d'autres établissements, quelquefois dans la même ville, qui donc n'utilisent pas cette molécule parce qu'ils veulent maintenir leur budget au niveau de l'établissement de santé. D'où la difficulté que ça peut représenter au niveau de la compréhension des patients, des familles, sur le fait de ne pas avoir la même chose dans deux établissements avec la même expertise, les mêmes experts, les mêmes malades, et sans avoir éventuellement la même accessibilité. Donc ça crée obligatoirement des problèmes d'inéquité et qu'il faut essayer de diminuer, parce que c'est le patient ou les patients doivent avoir tous les mêmes chances dans ce domaine. Il ne doit pas y avoir de barrières sociales, économiques, financières, et donc le patient doit pouvoir en bénéficier. D'où un rôle de la population, des associations, des patients, des familles et des médecins, bien évidemment, des soignants, pour essayer d'augmenter la possibilité d'aller plus vite dans le remboursement des molécules, surtout lorsqu'elles sont importantes, et de diminuer le délai pour le remboursement de ces molécules. Donc un rôle probablement très important de l'ensemble des gens, des soignants et des patients dans ce domaine. Et puis, ces molécules innovantes, elles sont quelquefois extrêmement importantes sur la perte de chance. C'est-à-dire que ne pas avoir cette molécule à un moment donné de la maladie représente une perte de chance pour le patient, et ça n'est pas acceptable, une perte de chance, à partir du moment où la chance existe. Et c'est là où se situe un vrai problème, c'est-à-dire que ces molécules peuvent arriver lorsqu'elles sont très innovantes. Elles n'arrivent naturellement pas en première ligne de traitement ou en deuxième ligne de traitement, mais elles arrivent à la fin, lorsqu'on n'a plus aucune possibilité, très souvent au départ, quand elles n'ont pas encore franchi toutes les étapes, et au temps où la maladie est vraiment au bout des possibilités thérapeutiques, où la seule chance et la perte de chance, c'est de ne pas avoir cette innovation thérapeutique éventuellement. Mais ceci veut dire qu'il y a aussi à prendre en considération beaucoup de critères, c'est-à-dire que donner une molécule aussi coûteuse pour éventuellement une vie qui va être probablement courte, pour une réponse qui peut être aussi courte, mais qui donne un temps de vie, c'est quand même quelque chose à prendre en très haute considération. Mais ça veut dire aussi que l'on prend en considération la liberté de choix, prend en considération la qualité de la vie et l'âge aussi, très vraisemblablement dans les critères de choix. D'où cette immense complexité du choix, et qui en fait doit guider nos décisions, parce que la décision est extrêmement complexe dans ce domaine. Et c'est pour ça que je pense que la suite de notre réunion est très importante, parce qu'elle va aborder ces différents paramètres qui sont comme l'âge, comme la qualité de vie, comme la complexité du choix thérapeutique, à partir du moment où elle est effectivement au-delà des lignes de traitement qui donnent éventuellement une longévité importante de la vie. Donc c'est pour ça que je voulais envisager tous ces problèmes, en sachant que ces innovations, c'est tout à fait fondamental en cancérologie, donc on doit y avoir accès, que l'absence d'accès n'est pas envisageable, mais après il y a quel accès, à quel moment, et avec les problèmes que ça peut poser. Voilà, je pense que c'est un peu la globalité que je voulais dire. Je pense que j'espère avoir été suffisamment claire sur le plan des innovations, et je suis là pour éventuellement répondre à vos questions dans ce domaine. Merci Morissette pour ton intervention, c'était relativement clair. Alors c'est vrai qu'au début c'est assez pointu, hein. C'est vraiment des recherches innovantes
et des innovations très pointues dans le domaine spécifique de la cancérologie. Mais je trouve que tu nous as déjà donné des critères de choix, qui étaient l'âge, la qualité de vie, enfin, ces notions-là qui sont quand même essentielles. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous allons essayer, si vous pouvez garder un petit peu vos questions ou les noter dans le chat, ou, on va essayer d'enchaîner pour permettre le quatrième temps des débats et des échanges dans cet esprit de démocratie santé. Donc, je me permets de vous frustrer un petit peu et puis je vais donner la parole sans plus attendre à Thomas Tanou, hein, donc, que j'ai présenté tout à l'heure, et qui lui, euh, c'est pour ça que ça m'a semblé intéressant d'avoir ce contrepoint entre des innovations très, à la fois très prometteuses, mais aussi très, très pointues, encore une fois, et d'avoir le contrepoint peut-être dans un domaine qui est l'âge, le vieillissement, et puis le vivre avec des troubles cognitifs. Et donc Thomas Tanou va nous parler donc des thérapeutiques non médicamenteuses et puis finalement euh, de cette notion d'implication des personnes à la fois dans les projets mais aussi d'aide à la vie quotidienne.